Alors, je m'appelle Antoine Jouglet, responsable de la formation ingénieur et responsable du tronc commun avec Patrick Lanceleur. Je suis également professeur en informatique. Voilà. J'enseigne aussi bien au tronc commun qu'en branche ingénierie informatique, mais aussi l'informatique pour les autres branches. Donc, je vois pas mal d'étudiants aussi dans les enseignements. Alors le point écoute, en fait, c'est pas un lieu en réalité, c'est plutôt un ensemble de personnes qui sont plutôt attentives aux besoins des étudiants, qui ont été listés de manière à dire bah voilà, on est là à votre disposition si vous avez besoin de parler. Alors de parler parce qu'on a envie d'être écouté sur ces problèmes, et puis on a besoin de les confronter au point de vue de gens peut-être plus expérimentés, qui ont plus l'habitude de comment ça se passe à l'UTC. Je pense que le but du jeu, c'est d'apporter des points de repère aux étudiants qui sont en difficulté, qui se posent des tas de questions, qui ne savent pas non plus comment trop gérer leur situation. Donc de les écouter, mais essayer de voir dans quelle mesure quel dispositif à l'UTC, quelle façon de faire pourrait les aider à mieux gérer leurs problèmes. Alors, le but du jeu, c'est pas de résoudre les problèmes de l'étudiant, hein, c'est de l'aider à les résoudre. Voilà. Alors il y a tout un panel de personnels différents qui sont au point écoute. Il y a aussi bien des psychologues, des médecins, des infirmières, des enseignants, ou même des administratifs. En fait, n'importe quel personnel à l'UTC peut participer au point écoute à partir du moment où ils sont capables de recevoir ce que va lui dire l'étudiant. Ce qui permet en fait à l'étudiant peut-être de un peu plus cibler à qui il veut parler, parce que parler de ses problèmes, c'est jamais très évident. Donc il faut se sentir un petit peu en confiance avec la personne que l'on va voir. Quelle que soit la personne que l'on va voir, il n'y a pas de jugement, c'est vraiment pour discuter des problèmes, et puis il n'y a pas de conséquences néfastes à avoir du point écoute. Ça veut dire que même si vous allez voir un enseignant pour lui parler de vos problèmes, du fait que vous n'arrivez pas à travailler, etc., ça ne peut pas être retenu contre vous, mais malgré tout, si vous, par exemple vous êtes pas à l'aise à discuter justement du fait que, par exemple, vous n'arrivez pas à bosser avec un enseignant, c'est pour ça aussi qu'il y a d'autres types de personnel qui peuvent vous écouter. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur le point écoute? Alors c'est vrai que cet ensemble de personnes, il se réunit régulièrement, pas pour discuter des problèmes particuliers, c'est-à-dire ce qui est dit dans le point écoute reste entre la personne et l'étudiant, sauf si bien sûr l'étudiant accepte qu'on le redirige vers telle autre personne. Par exemple, la psychologue qui reçoit des étudiants du point écoute, elle me renvoie très souvent des étudiants pour qui il y a des problèmes personnels importants, mais qui ont un aspect pédagogique où c'est important de rencontrer un responsable pédagogique. Donc c'est pas qu'on se renvoie la balle entre personnes, mais on les met entre les mains de la bonne personne susceptible de les aider à résoudre au mieux leurs problèmes. Bon, en tout cas, on se réunit assez régulièrement, et donc on ne parle pas nominativement des étudiants, mais plutôt pour partager des situations avec lesquelles on n'est peut-être pas à l'aise, justement pour voir comment appréhender au mieux les situations, faire un échange d'expériences, entre autres, et puis pour être de plus en plus capable de recevoir ce que les étudiants vont nous dire. Voilà. Je pense que le point écoute, c'est normalement la garantie d'un accueil bienveillant pour l'étudiant. «
l'équipe du point écoute, elle, elle est, elle est formalisée au travers d'un document qui liste les membres du point écoute. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas du tout le droit d'aller voir d'autres personnes. C'est vrai que si il y a un enseignant, ou un chargé de TD ou un chargé de TP avec qui on se sent à l'aise, même si il n'est pas nommé comme étant au point écoute, vous pouvez tout à fait aller le voir, comme aller voir votre conseiller d'ailleurs. Ça ne pose pas de problème spécifique, c'est juste que voilà, ok, il y a des personnes qui se sont déclarées volontaires pour écouter les étudiants quand il y a besoin, donc peut-être que ces personnes-là sont un peu plus disponibles, voilà, et peut-être à même d'écouter les problèmes des étudiants, mais ça ne veut pas du tout dire que les autres ne le sont pas, hein, donc il ne faut pas hésiter à continuer à aller voir les autres personnes avec qui vous avez le plus d'affinité, avec qui c'est le plus facile de parler. Ce qu'il ne faut pas, c'est rester avec ses problèmes et ne pas en parler justement. Donc, allez voir n'importe qui du moment que vous arrivez à avancer sur la question. Alors il y a beaucoup d'étudiants qui viennent avec ce type de questions, c'est-à-dire effectivement je ne comprends pas, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai vraiment travaillé, je me couche à minuit tous les soirs et pourtant je ne comprends pas, alors que je pensais avoir tout compris, j'ai passé l'examen et je ne sais pas ce qui se passe, en tout cas je bloque. On a très souvent effectivement ce genre de cas. Alors bien sûr, il n'y a pas de réponse toute faite parce que les situations, elles sont toutes différentes d'un individu à l'autre. Donc on s'intéresse de fait à l'environnement de l'étudiant. Alors par exemple, il nous dit, si l'étudiant me dit je me couche à minuit tous les soirs, je bosse 6 heures tous les soirs et tous mes week-ends, par exemple, moi mon réflexe, ça va être de m'intéresser effectivement de quantifier la quantité de travail de l'étudiant. Parce que on pense toujours que... Alors, pas assez travailler, c'est sûr, c'est un problème. Mais trop travailler, c'est aussi un problème. Par exemple, c'est pas une bonne hygiène de travail de surinvestir trop de temps dans le travail parce que au bout d'un moment, on est plus productif. Et évidemment, plus on travaille tard, moins on dort. Et pourtant, finalement, pour être efficace, il faut bien dormir. Voilà, c'est sûr et certain. Il faut à peu près 8 heures de sommeil par jour. Donc si la personne, déjà, elle n'a pas une bonne hygiène de sommeil, qu'elle travaille trop, pour moi, trop, c'est au-delà de 30 heures par semaine, c'est beaucoup trop. Voilà. Nous, on considère qu'entre 20 et 25 heures de travail, normalement, un étudiant, il doit bien s'en sortir. Donc ça peut être une cause. Après, il y a les méthodes de travail qui rentrent en jeu. Donc même si on a eu des mauvaises notes de médian, il est toujours temps de rechanger ces méthodes de travail pour arriver à faire quelque chose. Donc les méthodes de travail, c'est facile de passer du temps et de passer du temps, mais qui n'est pas productif non plus. Donc c'est des choses à identifier. Après, rater un médian alors qu'on se sentait prêt, bien sûr, il y a le stress qui peut rentrer en jeu, donc il faut comprendre les sources de stress. Le stress, il peut venir du fait qu'en réalité, on n'est quand même pas tout à fait prêt. On a fait peut-être l'impasse sur un certain nombre de choses. Et comme on arrive finalement pas si prêt, pas vraiment tout à fait prêt, ça peut être une grosse source de stress. Après, le stress, il peut venir aussi du fait que on se sent prêt, mais en réalité, on ne l'est pas, parce que là, c'est encore une fois, c'est les méthodes de travail. Par exemple, les étudiants, ils ont refait tout leur TD, ils ont refait toutes les annales. Mais quand est-ce qu'ils ont fait, en fait? Voilà. Moi, c'est une question que je pose souvent. Quand est-ce que tu as fait ton TD? Pas refait ton TD, fait ton TD. C'est-à-dire, quand est-ce que tu t'es mis en situation
de résoudre toi-même un problème sans avoir eu un jour la correction sous les yeux. Parce que ça, c'est quelque chose qui ne s'acquiert que par l'expérience. Or, si la seule expérience que l'on a de ça, c'est au moment où on va à l'évaluation, forcément, c'est une grosse source de stress parce que d'un seul coup, on se rend compte que c'est une situation nouvelle qu'on ne maîtrise pas. Donc, le stress, il peut aussi venir de ça. Donc, identifier la source de stress, c'est des choses qu'on cherche aussi à faire. Alors, après, il faut aussi... c'est important aussi de remettre les choses à plat. Ok, on a foiré un médian, mais ça ne veut pas dire qu'on a foiré l'UV. Là, il y a encore, après le médian, normalement, il y a encore une ou plusieurs situations où on peut montrer qu'on maîtrise l'UV. C'est pour ça qu'il y a un jury d'UV. Alors c'est vrai, dans toutes les UV, on précise normalement les coefficients entre les notes de médian, les notes de TV et les notes de finaux. Mais au-delà de l'aspect calculatoire, où ok, on calcule une espèce de note finale pour décider si on va attribuer l'UV ou pas, bah, c'est pas un jury feuille Excel, c'est-à-dire on n'attribue pas A, B, C, D, E, F en fonction de la note. C'est un tout, et en particulier un étudiant qui sur le papier, je sais pas moi, a eu 2 au médian et a eu 14 au final, par exemple, si on prend des notes chiffrées, même si, je sais pas, pour une raison X ou Y, des coefficients, ça passe pas la barre fatidique des 10 annoncés comme pour l'obtention de l'UV. Bien sûr, le jury, il est là aussi pour réinterpréter les notes et de se dire, bon, on est là pour juger le fait que, au final, au bout du semestre, l'étudiant, il a acquis les compétences nécessaires pour l'UV. Bah voilà, même si calculatoirement, ça fonctionne pas forcément, on a toujours une chance de faire ses preuves sur les évaluations qui restent. Donc, c'est aussi... relativiser ce que veut dire la note de médian. Et puis aussi relativiser ce que ça veut dire. Une note de médian, c'est une note de médian. Ça n'est en aucun cas un jugement de valeur sur la personne, sur ses capacités. C'est juste qu'à un moment donné, la production de l'étudiant, elle vaut 4, mais ça ne dit rien du potentiel de l'étudiant. Donc, en particulier, tout dépend de pourquoi il a eu 4. Et il y a des tas de raisons de penser que les résultats vont s'améliorer pour le final. Donc voilà, c'est tout ce que ça dit, un catomédian, c'est un catomédian. Voilà ce que j'ai envie de dire. Mais voilà, après, il faut s'adapter à la situation, parce qu'on peut avoir aussi raté un examen médian à cause d'une situation très ponctuelle qui arrivait malheureusement à ce moment-là. Voilà, ça arrive aussi. Alors, les jurys de suivi, ça, effectivement, il y a quand même pas mal de légendes urbaines qui sont véhiculées par les étudiants. Donc c'est vrai que ça paraît important de démystifier un petit peu le tout. Alors les jurys de suivi. Je pense que si tous les étudiants voyaient très fréquemment leurs conseillers, s'il y avait une vraie discussion, etc., peut-être qu'au final, il n'y aurait peut-être pas besoin de jury de suivi. Bon, d'abord, c'est pas le cas, soit parce que le conseiller n'est pas forcément disponible, ça arrive, et puis parce que l'étudiant ne se rend pas forcément compte que son semestre, ça va pas très bien, il s'en rend compte à la fin. Et donc, le rôle d'un jury de suivi, c'est d'abord de regarder les résultats de l'étudiant pour voir, ok, est-ce que pour cet étudiant ça va ou est-ce que ça va pas. Alors, le jury de suivi, ce qu'envoient les étudiants, c'est souvent la convocation. Mais en réalité, un jury de suivi, ça se passe en 2 étapes. Et la plupart du temps, en une étape pour les étudiants. La première étape, c'est on regarde le dossier de chaque étudiant à la fin de chaque semestre. On regarde ses notes. Qu'est-ce qu'il a fait
où est-ce qu'il en est dans son parcours. Et donc le but du jeu là, c'est d'acter d'abord les résultats pour voir où l'étudiant en est. Est-ce qu'il est en retard? Est-ce qu'il est en avance? Est-ce que les notes sont bonnes? Est-ce qu'elles sont moyennes? Et donc d'apporter une appréciation éventuelle aussi au dossier de l'étudiant. C'est une sorte de conseil de classe d'une certaine manière si on fait le parallèle avec le lycée. Donc la première étape, c'est on regarde chaque étudiant un par un. Que les notes soient bonnes ou que les notes soient mauvaises. Voilà. On regarde attentivement, tous ensemble, les résultats de l'étudiant. Dans ce jury de suivi, il y a qui ça dépend un petit peu la formation. Au niveau du tronc commun, c'est bien sûr les responsables du tronc commun, le DFP, beaucoup de responsables d'UV de tronc commun qui sont en contact direct avec les étudiants. Il y a aussi parfois quelques administratifs comme la responsable des admissions qui participe par exemple. Voilà. Et donc on est tous ensemble, on évalue la situation de chaque étudiant. Et il se trouve que bien sûr il y a des étudiants où on voit que manifestement ça ne va pas, il y a trop de absents, il y a trop de F, ou tout est réussi mais il y a trop de E. En tout cas, il y a un aspect du dossier qui fait qu'on se pose des questions. On voit manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on a besoin de comprendre, de rentrer dans les détails. On ne peut pas en rester sans savoir ce qui se passe. Et c'est l'objet de la convocation. On convoque l'étudiant parce qu'on a besoin de discuter avec lui et d'évaluer avec lui son parcours, où est-ce qu'il en est, pour comprendre pourquoi, là, ce semestre, ça ne s'est pas bien passé. Alors parfois on sait déjà, on a déjà des éléments, donc on a peut-être aussi besoin de le convoquer pour refaire le point. C'est-à-dire, ok, t'en étais là, et on sait qu'il y a ça, mais là voilà les résultats, et on a besoin de refaire le point avec lui. Donc soit on a besoin de comprendre ce qui se passe, soit on a besoin de faire le point avec lui. En aucun cas c'est une punition. Le but, c'est d'avoir un dialogue avec l'étudiant, c'est d'avoir une chance de comprendre la situation. Il peut y avoir des tas de raisons pour lesquelles on est en échec. On peut avoir eu des problèmes de santé pour lesquels on n'est pas forcément au courant. Il peut y avoir eu une situation familiale un peu délicate qui a beaucoup pollué les capacités de l'étudiant à étudier. Il peut y avoir eu des problèmes financiers qui ont fait que l'étudiant, je ne sais pas, mais il a dû travailler 20 heures par semaine pour pouvoir ne serait-ce que manger. Il peut y avoir effectivement un problème de motivation. Un étudiant qui ne se sent pas bien à sa place, des problèmes de stress, des problèmes effectivement n'étaient pas à niveau sur certaines matières et il n'a peut-être pas bien choisi ce qu'il aurait dû prendre avant de faire telle matière. En tout cas, on a besoin de comprendre quelle est la situation de l'étudiant. Donc voilà, il est convoqué pour discussion. Alors après, ça dépend un petit peu aussi comment ça se passe, l'audition de l'étudiant, avec qui l'étudiant va dialoguer. Ça dépend un petit peu de la formation. Alors oui, qui va être présent à l'audition de l'étudiant? Donc au tronc commun, ou même dans quelques branches, souvent on divise le travail de l'audition parce qu'il y a souvent beaucoup d'étudiants à écouter. Et donc si on veut prendre le temps d'écouter chaque étudiant et pas juste l'écouter à la chaîne, mais avoir parfois la discussion ça peut durer 10 minutes et parfois on a besoin d'une demi-heure voire 3/4 d'heure pour bien comprendre la situation. Donc on divise le travail en plusieurs équipes. Donc en face de vous, vous avez les personnes que j'ai citées tout à l'heure. Après, il y a quelques branches où il n'y a pas besoin de faire cette division. Donc il y a tout le jury qui est global qui est présent. Toujours est-il que de toute façon, chaque situation est représentée, l'ensemble du jury se réunit ensuite et représente ce qu'il a compris de chaque situation pour voir comment on va appréhender la situation.
Fort heureusement, la plupart du temps, il n'y a pas de conséquences autres que d'avoir compris la situation de l'étudiant. Ok, on acte que il y a eu tel problème qui ont fait que, voilà. Donc parfois, ça se traduit par des décisions explicites du type, ok, passage en TC5 parce que c'est pas habituel, ou on acte le fait qu'il y a eu des problèmes de santé dans les observations, ou des tas de problèmes. Enfin, en tout cas, on va commenter de toute façon la situation, et donc la plupart du temps, on va faire ce qu'on appelle une poursuite avec réserve, c'est-à-dire que on a compris. Alors les réserves, souvent, on mentionne aussi peut-être ce qu'il y a peut-être besoin sur lequel on va attendre l'étudiant si besoin, notamment quand c'est un problème d'investissement, parce que ça arrive aussi, par exemple un étudiant TC1 qui n'a pas encore bien compris qu'il fallait travailler. On va lui dire attention, là sur quoi on va t'attendre, c'est sur les connaissances scientifiques. Là, il va falloir vraiment améliorer les résultats. On va peut-être mettre quelques points d'intention. Attention, il faut prévoir peut-être autre chose au cas où ça se passe vraiment pas bien. Mais le but du jeu, c'est pas de mettre les étudiants dehors. C'est vrai, il y a des étudiants qui sont réorientés. Mais l'UTC, elle a une responsabilité envers ses étudiants. La première, c'est bien sûr de les former, de les emmener jusqu'où on peut. Mais la deuxième, c'est aussi de savoir dire stop quand on comprend que l'étudiant perd son temps. Très souvent, l'étudiant, il a un peu le nez dans le guidon, il ne sait pas forcément que... il veut pas forcément accepter le fait qu'il perd son temps à l'UTC. Et donc, par exemple, un étudiant qui n'arrive pas à se faire au travail autonome, qui a du potentiel, mais qui sait pas se mettre au travail tout seul, et qu'on voit que ça s'améliore pas, il vaut mieux pas qu'il reste à l'UTC, pour son propre bien. Pour son bien, il faut absolument qu'il ait une formation, qu'il soit diplômé, etc. Et donc, parfois, on prend la décision de dire, bon, ok, stop, on arrête, là, il vaut mieux partir ailleurs. Mais c'est rare, c'est parce qu'on comprend on finit par comprendre que maintenant, ça ne va pas fonctionner. Mais en tout cas, quand on voit qu'il y a quand même une chance non négligeable que l'étudiant aille au bout de ses études, on le laisse continuer. Je ne sais pas pourquoi les étudiants, ils ont toujours beaucoup de fantasmes sur les étudiants réorientés, mais en réalité c'est très très faible. L'UTC, c'est une des formations du supérieur où le taux d'échec il est le moins important, surtout sur des études de ce niveau. Donc normalement, si on fait tout ce qu'il faut, les étudiants sont autorisés à continuer. Alors bien sûr, il faut faire ses preuves, bien sûr, il faut arriver à montrer qu'on peut arriver jusqu'au bout. Mais voilà, il ne faut pas partir avec l'appréhension que ça y est, j'ai raté une UV, je vais être mis dehors, parce que là, c'est une source de stress supplémentaire qui met souvent l'étudiant en difficulté. Non, on n'a jamais réorienté un étudiant parce qu'il avait raté une UV et qu'il a rasé encore une UV derrière. Non, on a réorienté un étudiant parce qu'au bout d'un moment, on a fini par comprendre que ça n'allait pas fonctionner. Donc, faut pas se mettre une pression inutile. Voilà, faut plutôt se concentrer sur la notion même d'étude. Vous n'êtes pas là pour valider des UV, vous êtes là pour vous former. Donc il faut se concentrer sur la formation elle-même. Qu'est-ce que je peux apprendre dans cette UV, faire l'étude nécessaire pour apprendre des choses, et pas être dans l'optique il faut que je valide l'UV, il faut que je valide l'UV. Non, on est là pour se former, on n'est pas là pour valider des UV. Donc il faut revenir à l'essentiel, j'ai envie de dire. Ça, c'est un conseil que j'ai envie de donner, c'est aussi revenir à l'essentiel de pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour étudier, pour vous former. Vous n'êtes surtout pas là pour valider des UV. Donc ça devrait être la dernière inquiétude. Si on a fait l'effort de se former suffisamment,
d'avoir apporté le travail suffisant, normalement, il n'y a pas de raison que ça passe pas à l'évaluation. Quand on se sent pas bien, il y a beaucoup de points d'entrée différents. D'abord, votre conseiller. Vous avez un conseiller qui vous a été attribué. Donc ça peut être une première porte d'entrée. D'autant que s'il voit que ça va pas, il va de toute façon, lui, normalement, il saura vers qui vous tourner, vers la psychologue notamment, par exemple. Vous pouvez aller contacter vos responsables pédagogiques. Voilà, chaque étudiant a un responsable pédagogique, il y a les responsables TC pour le tronc commun, il y a chaque responsable de branche pour les branches, il y a les RPA en plus pour les apprentis, il y a les responsables de filière, et puis bien sûr, encore plus facile, vous avez l'infirmerie, vous aviez la psychologue, ça fonctionne avec l'infirmerie, bien sûr, la médecine étudiante de manière générale, et puis vous avez les ERS, les étudiants ERS qui sont encore plus accessibles parce que c'est encore peut-être plus facile parfois de parler d'étudiants à étudiants, donc il ne faut pas hésiter à aller les voir parce que ils savent aussi vous tourner vers les bonnes personnes.